Kino Solo siffle les classiques du cinéma. Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, le parent pauvre de Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber et aujourd'hui, je vous emmène en vacances à Delos et on va parler ensemble de robots et plus particulièrement de Monde Ouest 1973, réalisé par Michael Crichton. Alors, avant toute chose, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur YouTube, donc un pouce, vous souscrivez, vous likez, pour aider le show à continuer, à exister et à avoir une plus grande visibilité. Donc aujourd'hui, notre histoire commence avec un géant du nom de Michael Crichton, 2,09 m. Il devait être très bon au basket quand il était au lycée. Et il est à Disneyland. Et tout d'un coup, il s'imagine que les attractions de Disneyland se mettent à déconner et à l'attaquer. Il y a d'ailleurs une réplique dans Jurassic Park où il explique que si tout d'un coup ça merde dans les Pirates des Caraïbes, les pirates ne se mettent pas tout d'un coup à essayer de vous tuer. Donc c'est le postulat de départ de son film. D'habitude il écrivait des livres, c'est un homme qui était un ancien, sinon docteur en tout cas, a fait des études de médecine à la manière d'un George Miller. Et donc il était spécialisé dans les thrillers médicaux et les thrillers d'anticipation. Mais cette fois-ci, il estime que Monde Ouest, Westworld en anglais, est plus destiné aux images, à l'écran, qu'à un livre. Et à l'issue d'une rencontre avec un producteur, il parvient à déclencher en fait la production du film, son premier film après un téléfilm. Alors, il n'avait pas très envie de commencer par de la science-fiction, étant donné que c'est un genre qui est assez difficile à gérer pour un premier film et que ça nécessite en général un budget assez important. Mais il dit en interview que si ça n'avait pas été de la science-fiction, on ne l'aurait probablement jamais laissé diriger le film. Donc il se retrouve avec un tout petit budget, un trop petit budget, on pourrait dire d'une certaine manière, de 1 million de dollars. Après avoir vu les rushs, MGM, qui a une très mauvaise réputation, en particulier à l'époque, accepte de lui donner 250 000 dollars de budget de plus pour tourner la fameuse publicité du début qui vante les mérites de Delos. Kino Solo aime beaucoup les fausses publicités au cinéma. Et donc en fait, il a 250 000 dollars pour le casting, pour les acteurs, 400 000 dollars pour l'équipe et 75 000 dollars malheureusement pour les décors, ce qui se ressent un petit peu et ce qui donne un peu au film que j'ai revu récemment, un côté un petit peu téléfilm et un petit peu démodé bien sûr, puisque quand on est dans un des trois mondes que décrit ce parc d'attractions, on est un petit peu dans les mystères de l'Ouest ou dans l'île fantastique, c'est-à-dire des sets qui font véritablement des sets et des costumes qui ont l'air d'avoir été achetés chez un loueur de costumes plutôt que d'avoir été créés par un production designer. Donc le film souffre un peu visuellement, mais nous allons voir que ça n'est pas ça son atout majeur, mais un acteur, dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants. Alors, 30 jours de tournage, c'est très peu. Michael Crichton dit qu'il fait très très peu de prises. Il était obligé de toujours rusher son tournage. Et les acteurs principaux donc sont engagés 48 heures avant le début du tournage. Ce qui explique que la pré-production a été assez douloureuse. Donc il a Richard Benjamin, qui est une espèce de mélange entre Richard Dreyfuss et Burt Reynolds. C'est Nerd Reynolds en quelque sorte, avec sa moustache. C'est un acteur quintessentiel des années 70, à la manière d'un Michael York. Et je crois qu'il est devenu d'ailleurs metteur en scène par la suite. Et il est accompagné d'un autre acteur qui est James Brolin. Alors James Brolin est connu surtout aujourd'hui comme le papa de Josh Brolin, le merveilleux Josh Brolin, et comme Monsieur Barbara Streisand. Alors il a eu une carrière intéressante dans les années 70, en particulier à la télévision. Et c'est un très bel homme qui emmène son ami avocat de Chicago dans un week-end après un divorce, donc un peu douloureux. Il l'emmène en week-end à Delos, cette espèce de parc d'attractions pour les riches. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un message racial, mais il n'y a pas un seul noir dans le film, ce qui est curieux. Et
Donc, il l'emmène pour se changer les idées dans un parc où on peut, pendant un week-end ou pendant une semaine, devenir un cow-boy, un chevalier ou encore un centurion romain. Dans les commentaires, dites-moi quel est le monde que vous préféreriez visiter. Moi, personnellement, ce serait probablement le centurion romain pour être dans Caligula, car on va voir effectivement que, comme toujours, ces vacances et ce film sont motivés par le sexe et la mort, effectivement, puisque dans ce film publicitaire, au début, on voit que chacun des gens qui veulent aller au parc d'Elos ont véritablement envie de tuer quelqu'un. Tous les hommes veulent tuer quelqu'un et toutes les femmes veulent coucher avec quelqu'un. Donc c'est assez simpliste, assez réducteur, mais effectivement, comme nous l'avons vu dans la spéciale AI, bientôt sur Kinopod, les plus grands progrès scientifiques et techniques sont souvent réalisés pour la mort ou pour le sexe. Eros et Thanatos. Et on voit dans AI un personnage comme Gigolo Joe, effectivement, qui est un robot gigolo, qui est destiné à s'occuper des femmes, de femmes mûres, comme on voit dans le film. Et on a d'un autre côté le Terminator, qui est la mort. Donc ce film nous présente ces deux facettes des robots. Les robots donc, qui existent au cinéma depuis, je crois, 1927, depuis Maria, l'extraordinaire Maria, dans le non moins extraordinaire Métropolis de Fritz Lang. Alors c'est une grande histoire d'amour entre les robots et le cinéma, depuis Maria jusqu'à l'extraordinaire robot joué par Alicia Vikander, je crois, dans Ex Machina d'Alex Garland, que je vous recommande aujourd'hui si vous ne l'avez pas vu. Et bien sûr AI aussi, et tous ces films extraordinaires, du Terminator à Matrix, en passant par les charmants petits robots de Silent Running. Effectivement, la rétro-SF, comme nous voyons aujourd'hui, est un des genres favoris de Kino Solo et de Kinopod. Et Silent Running nous offre avec, je crois, Riri, Fifi et Loulou, trois des plus mignons petits robots de l'histoire du cinéma. Mais parlons plutôt de Yul Brynner. Alors, Yul Brynner joue un personnage qui physiquement est très proche de Chris Adams, qui était le mercenaire, le personnage qu'il jouait dans les 7 mercenaires, le chef de ce gang de 7 outlaws. Et le production design se sont inspirés exactement de son costume noir. Et il est absolument magnifique. Et surtout, il accepte de faire le film simplement pour 75 000 $, qui, si on les réajuste aujourd'hui pour l'inflation, représente à peu près 393 000 $ aujourd'hui, car il a besoin d'argent. Il a des dettes à payer, et il accepte donc de faire ce rôle en baissant son cachet habituel. Et ça va d'ailleurs redorer son blason, parce que le film est un succès. Pour un budget donc de 1 250 000 $, il en remportera à peu près, je crois, 10 millions, si je ne m'abuse. Et donc remettrait pendant un petit temps Yul en selle, qui n'est plus tout jeune à l'époque, et qui ne reviendrait que brièvement dans la suite, dans une séquence de rêve un petit peu ridicule, mais nous allons parler dans quelques instants de la suite, mais pas encore. Et nous allons surtout parler donc de l'ancêtre du Terminator, qui est ce Gunslinger, cette espèce de cow-boy qui surgit dans le bar et qui provoque nos héros, et qui finit par pourchasser Richard Benjamin à travers le parc, avec le même côté inéluctable que Schwarzenegger. Alors, Schwarzenegger n'en a pas fait un secret dans la presse, il a dit effectivement que c'était une de ses inspirations pour le Terminator. J'ai la chance d'être ami avec Victoria Brynner, qui est la fille de Yul, et qui m'a confirmé effectivement que Schwarzenegger s'était complètement inspiré du personnage que joue Yul Brynner dans le film pour son Terminator. On le voit dans cette même façon de marcher, et puis cette mort qui avance et avec laquelle on ne peut pas dealer. Donc c'est la grande force du film, effectivement, dès l'instant où on a cette superstar qui est Yul Brynner qui arrive, on peut dire que le film passe une vitesse supérieure et que tout d'un coup on n'est plus dans ces espèces de... Quand on est par exemple dans le monde médiéval, on a un peu l'impression d'être dans ces espèces de kermesses du Moyen-Âge. En Amérique, on appelle les Renaissance Fair, les foires, dans lesquelles des forains se déguisent avec des costumes aussi cheap que ceux du film, et avec lesquels vous buvez de l'hydromel en mangeant des grosses cuisses de dinde. Donc le film souffre un peu effectivement de son esthétique très l'île fantastique. On a l'impression qu'on a les invités qui viennent vivre leurs fantasmes, comme dans la série télé avec Hervé Vilches et Ricardo Montalban. The plane, boss, the plane, comme disait Tatou.
Et donc, on a un film qui est assez court, qui fait 88 minutes et qui tire un petit peu en longueur dans la longue poursuite finale entre Yul Brynner et Richard Benjamin, donc qui annonce effectivement le T-1000 également, Robert Patrick. Quand Yul Brynner se met à courir, on a l'impression de voir effectivement le T-1000, le T-1000 se mettre à courir également. Et le film est un petit peu poussif dans cette dernière partie, mais toujours avec un Yul Brynner extraordinaire. Donc, ce sont des vraies balles. Ça m'a surpris, c'est qu'ils arrivent dans ce parc et ils tirent des vraies balles les uns sur les autres, alors qu'ils pourraient tout à fait tirer sur un invité, où les balles également pourraient ricocher et blesser une des personnes qui va dans le parc. Alors, on avait annoncé justement au début des années 2000 un remake avec Schwarzenegger qui n'a jamais vu le jour et qui finalement a été fait en série télé par HBO, qui a été un des plus gros scores d'écoute d'HBO, 4 saisons. Le début était assez formidable puisque ça donnait justement un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus terrifiant qu'il ne pouvait le faire en 73, plus sexuel, plus gore aussi, et ça montrait effectivement ces robots qui cette fois-ci étaient plus proches de victimes entre les mains de ces gens du parc qui cette fois-ci sont les méchants. Alors c'était très bien fait, à la fin je n'ai pas continué parce que ça devenait un petit peu compliqué en termes de récit et de narration, donc ils se sont un petit peu perdus. Ça n'a pas été renouvelé pour une 5e saison, mais c'est un show qui, en tous les cas, dans ses premiers épisodes, vaut véritablement le coup. Et avant ce show, ils avaient donc fait une série à la télévision qui avait été interrompue. Je crois qu'ils n'avaient fait que 4 épisodes parce que ça n'avait pas très très bien marché. Ça s'appelait Beyond Westworld et aucun des acteurs du film n'était revenu. Et ils avaient fait une suite que je n'ai pas revue mais que j'avais adorée quand j'étais plus jeune mais qui doit avoir pris aussi un sacré coup de vieux qui est Future World avec Peter Fonda et Blythe Danner comme vous voulez, la maman de Gwyneth Paltrow. Alors c'était un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit parce que effectivement dans ce parc on passait dans les souterrains un petit peu comme dans un Disneyland et on se retrouvait dans l'envers du décor et on voyait, il sympathisait avec un robot, il y avait des robots sympathiques et puis spoiler alerte, le double de Peter Fonda qui affrontait l'être humain à la fin. Donc c'était un vrai thriller qui peut-être ne tient pas complètement la route aujourd'hui, mais en tous les cas, une formidable musique, comme dans ce premier film également, qui mélange des thèmes électroniques avec de la musique de western. Donc c'est les premières utilisations de la musique électronique au cinéma. Et Kino Solo aime beaucoup les vieux synthétiseurs, le Moog de Wendy Carlos bien sûr, mais également les tout premiers sons de synthétiseurs qui annoncent la techno et l'électro. En parlant de techno, des technologies plutôt, ce sont également les premiers effets en 2D qui simulent la vision d'un robot, ce qu'on verrait magnifiquement fait par Cameron dans Terminator, où tout d'un coup on se rappelle que Schwarzenegger répondait à la porte avec plusieurs choix de phrases et qui finissait par choisir Fuck you, asshole quand le gérant de l'hôtel pourri dans lequel il était cherchait à entrer dans sa chambre. Donc cette fois-ci, c'est la vision de Yul Brynner quand il traque Richard Benjamin à travers le parc. Et ça a été assez difficile à faire pour l'époque. Et il y a également un truc qui est très moderne, c'est que c'est la première fois qu'on parle d'un virus d'ordinateur dans un film, et dans la pop culture en général, puisqu'effectivement, la malfonction du parc est expliquée par cette espèce de virus qui contamine petit à petit chacun des robots, et ça c'est très très bien fait, et ça donne justement ce côté très moderne à ce film, qui peut-être a donc pris quelques rides, comme nous tous, mais qui a le mérite d'être donc le précurseur des films de robots maléfiques qui peupleraient par la suite le cinéma mondial. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le revisiter. Et donc, voilà. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau Kinopod, ou Kino Solo, ou Kino Duo, avec mes cinébodies mes cinébodies, pardon, que je salue au passage avec chaleur. Et en attendant, n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter, de partager, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier donc sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique de vidéos de l'ami Romain Lenoff. En ce moment, Francis Weber et Pierre Richard, j'ai du mal aujourd'hui, Francis Weber et Pierre Richard dans Le Jouet.
Merci pour ce voyage dans les trois mondes de Delos. Donc, à bientôt. Et en attendant,